La cinquième question que l'on doit se poser quand on fait du map opérationnel, c'est comment je gère toute la problématique de la traduction de l'héritage. En effet, dans un design objet, on peut utiliser de l'héritage avec des classes filles qui héritent d'une classe mère. C'est un concept qui n'existe pas dans le monde relationnel. Donc, si on prend un petit exemple, par exemple, alors cet exemple, il a plein de défauts, je vais y revenir après, mais c'est juste pour illustrer. Imaginons que j'ai une classe player qui est une classe abstraite. Alors comment je sais qu'elle est abstraite? Puisque elle est écrite en italique, donc en UML, ça veut dire qu'elle est abstraite. Je n'aurai jamais d'instance de la classe player, mais par contre, j'aurai des instances de la classe footballeur, des instances de la classe joueur de cricket, et puis des instances de la classe lanceur, avec de l'héritage de cette façon. Un des points, donc pourquoi est-ce que ce design n'est pas terrible? Donc là, je fais une digression par rapport à de la conception objet. C'est bien parce que très souvent, il faut faire attention quand on fait des choix d'abstraction, d'éviter de confondre classe, métier et rôle. Là, on est plutôt dans des rôles. Et donc, en fait, ça aurait été une erreur de réifier ces rôles comme des classes de la façon dont on l'a fait. Pourquoi? Parce que si un jour, j'ai un joueur de football moderne qui devient joueur de cricket, avec une telle hiérarchie, je vais être obligé de dupliquer les données dans deux objets, ce qui n'est pas forcément ce que je souhaite. C'est une digression. Là, dans notre exemple, on part de ce principe-là, on a réifié les concepts. J'ai donc des joueurs de football, des joueurs de cricket, des lanceurs. La question qu'on va se poser, c'est quelle est la bonne stratégie pour stocker les informations dans une base de données. Ça veut dire quoi stocker les informations? Si je reviens sur mon petit schéma, ça veut dire que je vais avoir comme information, par exemple, un footballeur qui s'appelle Messi, qui est un footballeur. Son nom, c'est Messi. Son club, en ce moment, on ne sait plus trop, mais normalement, c'est le Barça. Si maintenant je prends un lanceur de cricket, donc là je m'y connais beaucoup moins en lanceur de cricket, donc si je prends un bowler, il va aussi avoir un nom qui s'appelle Tata, et puis il va avoir un batting average, et puis quelque part un bowling average. Deux attributs. Pourquoi? Parce que quand je vais créer une instance de la classe bowler, il a trois attributs, l'attribut name, l'attribut batting, l'attribut bowling, qui sont setés. Quand je fais une instance de footballeur, il a un club et un. Et donc la question qui se pose, c'est maintenant comment je vais stocker ça dans la base 2. En fait, il va y avoir plusieurs stratégies possibles. La première stratégie, c'est de représenter toutes les classes d'une arborescence d'héritage en une seule table relationnelle. Stratégie dite single table, une seule table. Toutes les classes instantielles concrètes par une seule table, dans notre cas, uniquement 3 tables à la fin, qui sont ma table footballeur, lanceur, bowler, et puis chaque classe, même les classes abstraites, par une table, en faisant des jointures sur les clés des éléments. Donc qu'est-ce que ça veut dire la première? Ça veut dire à un moment que pour stocker les informations de Messi, je vais dire Messi, il a un ID, il a un name, il a un club, il a un batting et il a un bowling. Dans la stratégie single table, je vais donc mettre en sorte que Messi, il est là, il joue au Barça, et puis évidemment, il n'a aucune valeur pour le batting et pour le bowling. À l'inverse, mon fameux Tata, lui, il n'a pas de club, mais par contre, il a bien comme valeur 1,2, 3,4 pour le batting et le bowling. Donc en gros, je vais pouvoir stocker les informations de mon objet dans une seule table. Très souvent, à cette table, on va rajouter une colonne supplémentaire qui va nous permettre de filtrer très rapidement en faisant en sorte que, par exemple, pour les footballeurs, je vais mettre dans cette colonne-là la lettre F. Pour le lanceur, je vais mettre dans cette colonne-là la lettre BO.
qu'est-ce que je vais gagner à faire ça? Si j'ai besoin de faire une requête où je dis donne-moi tous les footballeurs tels que, il suffira de filtrer sur cette colonne-là pour après récupérer les différents éléments. Donc ça, c'est la première stratégie qu'on va généralement utiliser. D'une manière générale, il va falloir, quand on a de la hiérarchie d'héritage, faire en sorte de bien gérer tous ces attributs de la hiérarchie d'héritage pour qu'ils soient plutôt protected et pas privés. Sinon, les frameworks vont être un peu gênés là-dessus. En tout cas, au moins que les getters et les setters soient protected ou publics. Donc, toujours une petite digression. On va parler de polymorphisme, la capacité à pointer vers une référence de la classe mère ou faire une requête telle que, type, je cherche tous les sportifs qui ont un nom qui commence quelque part la lettre M. Et tous les sportifs, ce sera une requête polymorphique parce que je vais rechercher à la fois dans les footballeurs, à la fois dans les joueurs de cricket, à la fois dans les lanceurs, etc. Donc, dans la première stratégie, on va aplatir notre hiérarchie d'héritage et puis on va se retrouver. Donc là, si on part du principe que le name était l'ID de la table, là, moi, dans l'exemple que je vous avez montré avant, j'avais utilisé un ID à part, je vais avoir tous les attributs qui sont mis à plat. Étonnamment, c'est souvent, certains vont dire, mais c'est très moche, il y a plein de nuls partout. En fait, étonnamment, c'est souvent la solution la plus simple à mettre en place, c'est souvent la plus fréquemment choisie et celle qui est prise par défaut par de nombreux frameworks si l'architecte, enfin celui qui développe, ne met pas une information. Elle permet les requêtes, les associations polymorphes, c'est-à-dire que je peux tout à fait pointer pour dire que un joueur, quel que soit ce joueur, il a une adresse. Pas de problème, la classe adresse pourra pointer vers la classe la clé primaire de ma table joueur, puisque ma table joueur existe. J'ai pas de souci là-dessus. Les inconvénients, évidemment, ça oblige à avoir de nombreuses colonnes nulles. Et donc, si j'ai une hiérarchie d'héritage qui est très profonde, avec beaucoup de classes différentes, je risque d'avoir une base de données qui est assez gruyère à la fin et qui n'est pas très lisible si je vais directement voir mes données en base. L'autre problématique qu'on a avec cette stratégie-là, c'est qu'on n'a pas de colonne non nulle. C'est-à-dire que si je veux décider qu'un joueur de foot doit forcément avoir un club, ce que j'aimais bien faire dans le modèle relationnel, c'est de mettre sur ma colonne une contrainte de type cette colonne-là doit être non nulle, c'est quelque chose que je ne peux pas faire simplement. La deuxième solution, c'est la solution une table par classe, quelles que soient les classes. Donc toujours en partant du principe que je vais avoir le name qui est l'ID, en fait, dans chacune des tables, ce que je vais faire, c'est, si je reprends par exemple les différentes tables que je vais avoir dans mon cas, je vais bien avoir ma table player, ma table batting, ma table bowling, ma table footballeur, et puis ce coup-ci, moi, si je mets un ID différent, elles auront tous un ID. Et donc, si je veux stocker les informations de Messi, Messi, je vais dire c'est le joueur numéro 1, son nom c'est Messi, ça c'est une information que je stocke dans la table player. Puis, je vais mettre le même ID pour pouvoir faire des aventures sur la table player, et je vais dire qu'il joue au Barça. À l'inverse, mon lanceur, qui s'appelait Tata, il va avoir une partie de ces informations dans la table player, une partie dans la table batting, où je disais qu'il était capable d'avoir une force de frappe à 1,2, et puis une partie dans la table bowling, où je dis que sa moyenne de lancer est à 2,5. Donc dans cette stratégie-là, je vais répartir les données de mes objets dans différentes tables. Je vais généralement garder la capacité à rajouter une colonne type, comme tout à l'heure où je vais mettre des informations pour savoir ça. Toujours pareil, ça va me permettre de faire facilement. Si je veux faire une recherche qui dit « donne-moi tous les footballeurs tels que », je vais commencer par filtrer sur toutes les lignes de la table player
dont le type est égal à f. Donc, pour préserver l'identité, on fait en sorte que les ID soient les mêmes. On met la même clé primaire aux différentes lignes correspondant à l'objet, et c'est ce qui va permettre de faire des jointures à ce niveau-là. Pour récupérer les informations sur une instance d'une classe phi, il suffit de faire une jointure sur justement ces clés primaires pour les retrouver. L'avantage, c'est un modèle assez simple à comprendre aussi. On n'a justement pas d'informations, on n'a pas de colonne nulle. On peut faire des requêtes et des associations polymorphes. Ça, c'est très bien. Les inconvénients, au plus ma hiérarchie d'héritage va être complexe, au plus je vais devoir faire des jointures. Et en fait, pour ceux qui ont déjà pas mal travaillé dans le domaine des tables, des bases de données relationnelles, on sait que les jointures, c'est quelque chose qui coûte assez cher en termes de performance. Donc si je suis amené à en faire beaucoup, mes performances risquent de s'écrouler. Dans ce cas-là, ce sera peut-être pas la meilleure stratégie pour avoir une capacité de recherche la plus efficace possible. Il y a d'autres cas où ce sera la meilleure stratégie. Donc là, c'est à vous de réfléchir à quel type de requête vous allez faire pour choisir votre hiérarchie d'héritage. Enfin, la dernière stratégie qu'on peut adopter, c'est la stratégie une table par classe concrète. Donc là, l'idée, c'est qu'on va en gros se dire, les objets qui sont des footballeurs, je vais les mettre dans la table footballeur. Les objets qui sont instances de la classe cricketer, je vais les mettre dans la classe cricketer. Les objets instances de la classe bowler, je vais les mettre dans la classe bowler. C'est souvent une stratégie qui paraît relativement naturelle pour s'y retrouver. Une table par type d'entité. Pas de jointure pour retrouver les informations. Si j'ai besoin de tous les footballeurs tels qu'eux, suffit d'aller dans la table footballeur pour récupérer les informations. L'énorme inconvénient qu'on va avoir, c'est que c'est une stratégie qui ne permet pas de traduire les associations polymorphes et qui rend difficile aussi les requêtes polymorphiques. Ça veut dire quoi, les associations polymorphes? Comme tout à l'heure, imaginons j'ai donc mes différentes tables qui sont là. Imaginons que je souhaite avoir une table adresse qui pointe vers le player, et donc la clé étrangère dans la table adresse, elle pointe vers la clé primaire de la table player. En fait, comme cette table player n'existe pas, je ne peux pas déclarer cette clé étrangère. Donc ça rend la capacité à faire une association polymorphique impossible dans cette stratégie-là. Donc ça, c'est un vrai problème. Et de la même façon, ce sera relativement difficile de faire des requêtes polymorphes, récupérer tous les noms des joueurs. Ça oblige à avoir des stratégies de traduction de la requête un peu compliquées. On pourra toujours faire plusieurs selects, faire des fusions derrière, mais ça peut vite devenir assez compliqué à effectuer. Donc en général, c'est une solution qu'on évite. Au point même, par exemple, dans le cas des JPA, c'est une solution où le framework, la librairie qui implémente JPA reste conforme aux standards, même si vous lui demandez d'appliquer cette stratégie-là et qu'elle applique une autre stratégie, en gros, le choix du standard, c'est de dire que ça reste valable. Donc c'est pour vous dire que c'est quand même une stratégie qu'on évite généralement. Pour autant, il peut y avoir des cas très particuliers où on en a besoin et ça reste la meilleure stratégie. Alors pourquoi on l'évite? Parce que généralement, si on a dans un modèle métier, si on a défini une classe abstraite, ici player, c'est souvent que dans notre application, c'est un concept métier qui a du sens. On évite dans un modèle métier d'utiliser de l'héritage juste pour dire ah super, je vais économiser l'attribut name dans deux classes en faisant une classe mère. C'est souvent que dans mon application, la notion de joueur est une notion importante. Je vais donc rechercher des joueurs, je vais avoir des associations vers des joueurs, et donc cette stratégie-là va être quelque peu gênante. Donc, c'est une solution qu'on évite au maximum. Alors, vous pourriez vous dire un peu naturellement, en fait, c'est assez pourri, il n'y a aucune bonne solution. C'est un peu vrai, il n'y a pas de solution parfaite. Vous allez soit ignorer en partie certaines contraintes d'intégrité référentielle, se débrouiller pour dupliquer une partie de l'information, etc. Ça va être à vous au travers de ces stratégies, et en fait, de temps en temps, on mixe ces stratégies, d'aller chercher la meilleure technique par rapport à votre problématique pour mapper cet héritage. Donc on peut sans problème mélanger ça, c'est-à-dire aplatir les 3 premières classes en une seule table, puis de faire une stratégie d'une table par classe. C'est des choses qui sont tout à fait possibles.
Si vous êtes dans un langage qui supporte de l'héritage multiple, très souvent, on va avoir des stratégies où on va traduire l'héritage dans des tables séparées, donc proche de la stratégie une table par classe, pour s'y retrouver.